Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on continue notre week-end 6 étoiles, parce qu'il n'y a pas que Canal+ qui fait le week-end 6 étoiles. Je rappelle qu'on débriefe, on a déjà débriefé le Tour de Turquie, mais on va débriefer donc là, maintenant l'Amstel. On fera également l'Amstel féminine, là ça sera l'Amstel masculine. On fera également le Tour de la Communauté de Valence, on fera également la moto et la F1, donc encore pas mal de travail pour moi. Les journées à venir, plus ces audiences qui vont arriver également très bientôt. On va commencer pour cet Amstel Gold Race qui s'est fini avec un beau suspense, enfin surtout un suspense sur France Télévisions, mais moi, le suspense s'est arrêté quand j'ai vu la photo finish, c'est-à-dire assez vite, sur le téléphone portable du monsieur de l'UCI, du commissaire de l'UCI. On reviendra là-dessus même sur cette caméra quand on parlera de Wout van Aert. On parlera également des Bleus avec Alaphilippe, Guillaume Martin, notamment. On parlera des flops. Voilà, beaucoup de choses à dire. Est-ce que j'ai pris du plaisir à regarder cette Amstel masculine? J'ai pris du plaisir à partir de 50-55 km de l'arrivée. Avant, c'est vrai que sur les... moi, j'ai pris à partir de 80 km de l'arrivée, parce qu'avant, j'étais en train d'enregistrer le Tour de Turquie, en fait, et de le monter, et de le mettre en ligne. Donc, ça prend un petit peu de temps. Jusqu'à ce moment-là, j'ai pas pris un grand plaisir à regarder cette course. Et puis après, à partir de 60-55 km de l'arrivée, ça n'a pas arrêté d'attaquer, et ça n'a pas vraiment débranché. Le problème, je trouve que cette année, ça a été la difficulté du parcours. Parce que, excusez-moi, mais il y a un démon du parcours, c'est un faux plat. Pas le Molenberg, celui qui est alors déjà, le Molenberg et le Cauberg, c'est quand même pas la côte de la Redoute et la côte de Rance, ni le mur de Huy. Et il y a une côte, ils appellent côte, et pour moi c'est un faux plat, quoi. Donc, et il manquait des kilomètres. Parce que ce qui faisait la difficulté de l'Amstel assez souvent, c'est le fait que c'est une course qui soit au-delà de 250 km de course. Ce qui fait quand même un petit peu difficile, quoi. C'est l'une des rares courses, on est au-delà de 250 km cette année. On a eu 216 km simplement. 216 ou 213, je sais même plus, j'ai un doute. Au niveau du parcours. On demandera à Tom Dumoulin qui suivait la course. Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est-à-dire que Tom Dumoulin sur le bord de la route, ça fait quand même du bien, ça fait de voir qu'il s'intéresse encore au cyclisme, parce qu'on commençait un petit peu à avoir des doutes. Malgré tout, j'ai l'impression qu'il ne va pas remonter tout de suite sur un vélo. Tom Dumoulin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire quel coureur vous avez apprécié, quel coureur vous n'avez pas apprécié. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À mettre la petite cloche, ça c'est pas obligatoire, mais comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et on passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Julian Alaphilippe, qui termine 6ème, c'est son meilleur résultat quasiment sur l'Amstel, parce que quand il s'était fait rattraper en 2019, je crois qu'il a fini 9 ou 10 de tête. Cette année, c'est un peu l'inquiétude que j'avais, j'ai toujours la même inquiétude après cette course, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas au top de sa forme, que l'enchaînement flandrienne-ardennaise qu'il n'a jamais réalisé dans sa carrière, il va pas être facile, parce que c'est vrai qu'il faut passer d'une course à l'autre, c'est pas évident. Alors on verra sur le mur de Huy ce que ça donnera. Il a l'avantage, c'est que le mur de Huy, Van Sevenant est quand même un coureur qui est dans son équipe et qui s'engage énormément, et je pense que pour le moment c'est l'équipier d'Alaphilippe. Que vous avez également Mark Hirschi, mais qui me semble-t-il n'est pas encore non plus au maximum de sa forme, que Fuglsang n'a pas l'air d'être incroyable, donc j'ai l'impression que la Flèche Wallonne, il peut encore gagner, très clairement, même s'il n'est pas au top de sa forme. Par contre, sur Liège, ça sera peut-être autre chose, il faudra voir. Mais du côté de Julian Alaphilippe, pour moi, il manque de la fraîcheur chez Julian, je pense qu'il est fatigué, tout simplement. Il est aussi sur une fin de période de travail, c'est-à-dire que là, il va finir avec la classique ardennaise, ensuite repos, avant de reprendre pour le Tour de France, certainement, et les Jeux Olympiques, parce que je pense que beaucoup me disent cette année le Tour de France lui convient. Alors le parcours est intéressant, moi me semble-t-il il y a un contre-la-montre en trop pour Alaphilippe, parce que les deux chronos sont quand même entièrement plats, il ne faut pas le négliger. C'est surtout que le problème, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques et que les Jeux Olympiques tombent une semaine après l'épreuve sur route quasiment, et que le parcours des Jeux Olympiques peut lui convenir, même si ça convient énormément de coureurs, hein. Le Mont Fuji, c'est pas très difficile,
En plus, on arrive sur le circuit de Formule 1, donc c'est-à-dire qu'on arrive sur du plat. Donc, faudra voir, ça peut convenir à énormément de coureurs. Et j'ai l'impression que ça sera peut-être un coup de loin qui pourra partir sur ce type de parcours. Mais du côté d'Alaphilippe, il manque de la fraîcheur tout simplement. Alors, il a pas mal roulé. Bon, il y a un moment, quand ça part la première fois dans le Koberg, il est un peu loin à ce moment-là. Mais il a pas mal roulé, c'est juste qu'il était moins fort. Il l'a dit en interview d'après-course, il était moins fort que les mecs de devant. Donc il s'est pas raté, il fait 6. Voilà, c'est un bon résultat, mais je pense, me semble-t-il, qu'il est un petit peu fatigué. Guillaume Martin, pourquoi je mets Guillaume Martin? Parce qu'il a fait une bonne course, me semble-t-il. C'est peut-être même la meilleure classique pour moi de Guillaume Martin, qui finit 16e. Le problème de Guillaume Martin, c'est un peu esselé dans son équipe parce que, à part Simon Geschke, qui est en forme, Simon Geschke, j'avais des doutes sur Simon Geschke parce que sa période CCC avait quand même pas été facile pour le coureur allemand. Me semble-t-il en meilleure forme qu'il y a quelques années, donc ça va être une aide importante pour Guillaume Martin. Plutôt une bonne course de Guillaume, mais il lui manque des équipiers. Et puis ce qui est assez surprenant, c'est que on a Rémi Rochas et Victor Lafay qui ne sont pas sur cette course-là et qui, je pense, auraient pu l'aider, qui étaient sur le Tour de la Communauté de Valence où ils ont fait une plutôt belle course. C'est un petit teasing pour le Tour de la Communauté de Valence. Du côté de Guillaume Martin, moi j'ai bien aimé, plutôt bien placé. Il s'est pas dévoilé trop tôt, mais en fait il s'est pas vraiment dévoilé de la course, mais il s'est pas dévoilé trop tôt. Quand c'est parti, il était en dessous. Mais devant lui, ce sont quand même des très très grands coureurs de classique, parce que on pourrait dire, à part Sbaragli et Mohoric, je dirais, enfin Mohoric, si, il est peut-être enfin à son vrai niveau du côté de la Bahreïn. Mais devant, quand vous regardez le classement, c'est Tige Benoît, c'est Conrad, c'est Valgren, Trentin, Aramburu, Van der Sande, Mohoric, Kwiatkowski, Alaphilippe, Valverde, Mathieu, Charman, Pidcock, Van Aert, quand même pas des pinces, donc, et des peintres dans ce domaine-là surtout. Donc Martin, il fait sa course, quoi, tout simplement. Il marque des points au niveau UCI, ça c'est aussi important pour son équipe. Donc c'est bien, c'est une bonne course à la place de Guillaume Martin, et ça montre qu'il est en forme. Parce que j'avais des petites inquiétudes quand même pour Guillaume Martin avec ses petites douleurs au genou. Et là, il a été performant. Je termine avec le flop pour moi. Flop, un peu une constatation, c'est Bob Jungels qui est tombé. Abandon pour Jungels, il n'est pas reparti, le coureur d'AG2R. AG2R qui a 3 hommes dans le groupe de tête, mais qui n'est même pas dans le top 10. Ça, c'est un petit peu décevant. En même temps, ils n'avaient pas emmené Cosnefroy, me semble-t-il. Quasiment sûr. À 100%, je vais vérifier tout de suite, mais il n'y avait pas... J'ai oublié de regarder la starting list, j'ai fait une orange à la berme. Mais non, il n'y avait pas Cosnefroy de tête. Non, il n'y avait pas Cosnefroy. Et Bob Jungels, par contre. Bob Jungels, déception. Parce que, bon, certes, chute. Alors, on va me dire, chute, c'est pas de sa faute, ça tombe devant lui. Oui, mais il est mal placé à ce moment-là déjà. Il n'allait pas faire un grand résultat. Et Bob Jungels... il s'est perdu, je crois, très clairement, et je ne sais pas si on va le retrouver. C'est un peu la question que je me posais hier soir, dans mon lit, tout seul, en train de réfléchir à la course. Non, je déconne, mais quand j'ai vu la course et après la course, je me suis dit, Bob Jungels, putain, ce mec-là a quand même gagné Kuurne-Bruxelles-Kuurne, il a fait top 10 du Giro, il a gagné Liège-Bastogne-Liège, et aujourd'hui, sur les classiques flandriennes, on ne l'a pas vu. Très clairement, il n'est pas en capacité de faire un top 10 sur un grand tour aujourd'hui, Bob Jungels. Il est donc plus performant sur les classiques ardennaises et sur le contre-la-montre, il a quand même été décevant ces derniers temps. C'est là où je me dis qu'il s'est perdu, certainement parce qu'il a voulu courir trop de lièvres à la fois, Bob Jungels, qui a été une totale erreur. Après, est-ce qu'on va le retrouver à son meilleur niveau ? Le coureur luxembourgeois, j'ai des gros doutes. Parce qu'aujourd'hui, c'est un coureur qui me semble extrêmement décevant. Et surtout, j'ai l'impression que mentalement, il est plus dedans. Peut-être qu'on l'a trop poussé jeune, ça peut arriver. Chez certains coureurs qui ensuite font une sorte de craquage nerveux vers 25-26 ans, parce qu'on les a tellement poussés jeunes qu'à un moment, il y a un craquage. Un peu la Tom Dumoulin, lui, Tom Dumoulin, ça arrivait plus tard. Mais Bob Jungels aujourd'hui, AG2R l'a recruté, AG2R Citroën, est-ce qu'il est vraiment capable
d'avoir les résultats de ses ambitions, moi je suis vraiment pas sûr pour le coureur luxembourgeois. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, Wout van Aert. Wout van Aert qui gagne une nouvelle grande course importante dans son palmarès. C'est une très bonne course également pour Jumbo, course à domicile pour son équipe, c'est quand même pas à sous-estimer. Si on regarde quand même son palmarès, Strade Bianche, Milan-San Remo, Amstel Gold Race, Ganveged Game, deuxième des championnats du monde l'année dernière. Il commence à faire pas mal, 3 étapes sur le Tour de France, pas sur le dernier. Il y avait eu 2019 également. Ça commence à faire pas mal, quoi, comme palmarès. À 26 ans, on parle souvent de Van Der Poel, on parle peut-être plus de Van Der Poel que de Van Aert. Il ne faut pas négliger Van Aert. Là, il a remporté parfaitement l'Amstel, il a suivi le coup de Charman, il a très bien joué. Et ensuite, il a fait le job, quoi. Il a fait le job, il a fait le sprint. Alors, ça me parler de Wout van Aert va me permettre de me parler de la fameuse caméra. Alors, hier, si vous n'avez pas suivi l'Amstel Gold Race, pendant, j'irais, une grosse dizaine de minutes après l'arrivée, on ne savait pas quel coureur était en tête, car à ce moment-là, on n'avait pas la photo finish. L'erreur qu'a fait France Télévisions, moi j'ai regardé la course sur France Télévisions, c'était peut-être une erreur de ma part également, j'ai pas regardé la course sur Eurosport. Sur Laurent Jalabert et Pasteur ont fait cette grosse erreur de dire c'est Pidcock qui a gagné parce que sur l'image que là on voit, là c'est la photo finish, c'est Pidcock qui est devant. Sauf que, premièrement, ce n'était pas la photo finish. La photo finish, elle est plus haute, l'angle est différent, et surtout sur la photo finish, vous avez la petite réglette. Vous savez, ces petites bandes rouges qui marquent le début du boyau, que là vous n'avez pas sur cette caméra. Tout simplement, c'est une caméra de la réalisation. Et toujours se méfier du problème de la parallaxe. Le problème de la parallaxe, c'est un problème qu'on rencontre énormément, par exemple, dans la discipline de l'aviron. Quand vous regardez de l'aviron aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe, vous voyez un bateau devant. Et c'est pas forcément le bateau qui est en première position. Quand vous le voyez devant, au premier plan, voilà, eh bien souvent il est derrière parce que le bateau qui est en second plan, même s'il est devant le bateau qui est en premier plan, à cause de la parallaxe et de la perspective, on le verra derrière. C'est un problème de vision, c'est un problème de perspective. C'est ce qui s'est passé là, c'est un problème tout simplement de parallaxe. Le bateau qui est devant, dans ce cas-là, c'est notre ami Pidcock. Donc, comme la différence, l'écart n'est pas énorme, alors la parallaxe n'est pas importante là, sur par rapport à la position de la caméra, ça doit être de 1 cm, 2 cm, mais on a l'impression qu'il est devant parce c'est le principe de la parallaxe. Et comme Wout van Aert est en deuxième position, en second plan, et même s'il est devant, dans la réalité, ce qui est le cas avec la photo finish, on va le croire derrière parce qu'il est au second plan. C'est un problème tout simplement de perspective. Alors, je ne vais pas vous expliquer ça de manière plus importante, mais regardez de l'aviron. C'est le même problème qu'on a souvent en aviron, de croire qu'il y a un coureur qui est en tête alors qu'il n'est pas du tout en tête parce qu'il est au premier plan, tout simplement. De toute manière, c'est la photo finish qui fait foi dans le classement. La photo finish dit Van Aert vainqueur, donc c'est Van Aert qui est vainqueur. Voilà. Il n'y a pas à tortiller du cul. Et c'est au millimètre près, la photo finish, pour ceux qui se demanderaient. Donc si les deux étaient vraiment... Parce qu'on va jusqu'au millimètre, je crois qu'on ne descend pas en dessous, on ne descend pas au nanomètre ou beaucoup plus bas. Donc, mais de toute manière, égalité, c'est quasiment impossible en cyclisme d'avoir égalité. Mais on ne prend pas au chronomètre, c'est la photo finish qui fait foi pour le classement. Donc il n'y a pas... La caméra qu'on voyait, c'était pas la caméra de la photo finish. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 2 mecs qui se soient fait avoir de cette manière et qui commentent sur France 2, enfin sur France Télévisions aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression sur Eurosport, j'ai vu Guillaume Di Grazia donner l'information beaucoup plus vite, l'information que j'aurais pu vous donner par Twitter, mais j'ai vu Guillaume Di Grazia d'Eurosport donner l'information beaucoup plus rapidement avec cette fameuse image du commissaire de course avec son smartphone qui montre la photo et qui montre que là c'est Van Aert qui est devant, tout simplement. Comme ça la photo finish qui fait foi, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais ce qui est quand même à se demander pourquoi il diffusait pas la photo finish. Alors je ne sais pas s'il y avait un problème technique à ce moment-là, mais ce qui aurait été un peu plus intéressant, c'est d'avoir la photo finish plutôt que cette caméra. Du côté de la victoire de Van Aert, donc pour finir, Van Aert excellent.
voilà, il a un palmarès aujourd'hui qui commence à devenir très très grand. Il a gagné de manière intelligente et surtout il a battu Pidcock. Si Pidcock l'avait battu 2 fois, ça aurait été difficile pour Van Aert. Mais là, il a battu Pidcock et en n'étant pas dans une situation forcément facile, parce que c'est Pidcock qui avait la bonne position au niveau du lancement du sprint. Donc, et puis, il a été quand même intelligent en se plaçant côté vent, côté où il y avait le moins de vent. Donc, c'est-à-dire que si Pidcock voulait le dépasser, il fallait qu'il mange du vent. Et la différence se fait certainement là au final. Je continue avec Pidcock parce qu'on parle de jeunes coureurs. Alors, Pidcock, c'est la génération Evenepoel. On parle toujours de Remco Evenepoel. Pidcock, il va falloir quand même en parler, hein, parce que vainqueur de la Flèche Brabançonne, deuxième de l'Amstel Gold Race, ça commence à envoyer un petit peu du lourd. Forcément, la victoire à la Flèche Brabançonne lui a fait du bien mentalement parce qu'il est plus à la course à sa première victoire professionnelle. Ça, maintenant, c'est fait. Il a réussi en plus à s'imposer face à quand même 2 mecs qui sont pas des branquignoles, Carapaz et Kwiatkowski, qui étaient dans le bon groupe. Voilà, il a été très doué pendant toute la course. Moi, je trouve qu'il a fait un excellent travail. Et il faut le féliciter parce qu'il est très très jeune, Pidcock, peu d'expérience chez les professionnels. Il est déjà performant. C'est encore plus impressionnant pour moi que Van Der Poel, parce que Van Der Poel, quand il arrive sur l'Amstel il y a 2 ans, il a déjà 4-5 saisons chez les professionnels. Certes, dans des équipes continentales ou conti-pro, ce qui fait qu'il n'avait jamais fait à ce moment-là l'Amstel, mais il a déjà de l'expérience professionnelle. Pidcock, il n'a aucune expérience chez les professionnels. Il vient, je dirais pas de nulle part, mais il vient des juniors. C'est vraiment impressionnant ce qu'il nous fait aujourd'hui, Pidcock. Il est vraiment impressionnant. Et quand on sait qu'il a remporté le Baby Giro, quand on sait qu'il a remporté Paris-Roubaix, on se dit jusqu'à où il peut aller. Parce qu'en montagne, pour le moment, je ne l'ai pas vu. Mais bon, il va peut-être falloir s'en méfier. Hein. Van Aert a peut-être du souci à se faire, hein, dans un profil assez, je dirais pour moi, similaire entre les deux coureurs. Et Van Der Poel aussi doit peut-être s'en méfier. Je termine avec Valverde. Valverde qui fait 5, 6, je ne sais plus. Valverde, 5, derrière Matthews. Quel âge déjà Valverde? Voilà, 41 ans dans une semaine, je crois, même pas. Impressionnant parce que du côté de Valverde, la saison dernière a quand même été très compliquée pour lui. Moi-même, je disais qu'il était un petit peu fini, Valverde, que pour moi, il devait prendre sa retraite. Je me suis trompé. Il est encore capable de faire de très très bons résultats. Et l'Amstel, c'est la classique qui lui convient le mieux. Un petit peu comme Alaphilippe. J'ai l'impression qu'il a vraiment retrouvé ses jambes. Parce que là, il bat quand même des Kwiatkowski. Et puis, il a attaqué, il a été offensif, il a juste raté le coup de Van Aert, Pidcock et Sharman, mais qui était très dur à prendre, et à un moment où physiquement tout le monde était à bloc. Encore une fois, c'est la classique qui lui correspond le moins. Et avec ce profil-là qui n'était pas extrêmement difficile, ça convenait quand même énormément à Van Aert, et des coureurs comme Van Aert, je suis même surpris qu'il n'y ait pas eu Sagan qui soit venu, parce que Sagan aurait pu être intéressant du côté de la Bora. Mais ça convenait plus à des coureurs de ce type-là qu'à des Alaphilippe et autres ça manquait de relief quand même pour des coureurs comme Alaphilippe. Et Valverde est du même profil qu'Alaphilippe. Mais alors, sur le mur de 8, je pense qu'il va être quand même en dessous d'Alaphilippe. Alors sur Liège, il va falloir s'en méfier sur Liège. Hein. Parce que c'est pas forcément le mec qu'on surveille le plus aujourd'hui, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'Alaphilippe va plus se concentrer sur Marc Hirschi, je pense sur Liège-Bastogne-Liège, que sur Valverde, à part si Valverde a remporté le mur de 8, la Flèche Wallonne. Mais ce qui fait que donc il va avoir peut-être un peu plus de liberté que d'autres. Moi je pense. C'est la grosse pièce, je pense, c'est la grosse cote. Je t'ai mis dans les commentaires, on m'a demandé mes favoris pour les Ardennaises, je dis que c'était ma grosse cote. C'était une des grosses cotes à prendre, Valverde. Ça fait partie vraiment de mes favoris, avec Barguil en grosse cote. Voilà. Parce que Barguil, il a montré aussi qu'il avait des bonnes jambes. Mais du côté de Valverde, c'est solide. C'est très très solide cette année. Depuis le Migaline du Rhin, derrière Tour du Pays Basque, très bon. Là encore, il enchaîne sur l'Amstel. On va voir sur la Flèche Wallonne mercredi, mais ça va être. Il va falloir compter sur Alejandro Valverde. On passe tout de suite au bonnet d'âne.
Premier bonnet d'âne, il y en a que deux, hein, pour essayer d'avoir une vidéo pas trop longue. Je commence avec Bokemolema. Pourquoi Bokemolema? Parce qu'il a jamais vraiment été dans le coup du côté de la Trek. Alors certes, crevaison dans le final, ça n'aide pas. Mais déjà à ce moment-là, il n'était pas au top. Et je suis assez inquiet pour Bokemolema parce que... Il est énervé le coq. On peut pas dire qu'il a été très performant depuis ces dernières semaines. L'année dernière, il avait fait un très beau mois d'août, on s'en souvient tous. Mais Bokemolema, c'est un coureur qui pourtant, je pense aujourd'hui, a le profil pour aller sur ces courses-là. Il a un peu suivi la même carrière que Fuglsang, c'est-à-dire des coureurs de grand tour, qui aujourd'hui ont décidé d'aller sur les classiques. Ou Kreuziger, qui avait un petit peu fait ça également, Roman Kreuziger. Là, du côté de Bokemolema, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on ne l'a pas vu de la course. Pourtant, son équipe a travaillé pour lui. La Trek a travaillé toute la journée pour lui. Ils avaient même mis un mec dans l'échappée avec Julien Bernard, qui est quand même pas n'importe quel branquignol, mais même les autres coureurs de sa formation étaient là. Et qu'à la fin, il y a une crevaison, certes, mais de toute manière, au moment où il a cette crevaison, il est déjà loin dans le peloton. Il est déjà très très loin. Et j'ai peur que un Edward Theuns, par exemple, ou un Nicolas Conchi décide de ne plus rouler pour lui s'il n'y a pas de certitude. Et là, aujourd'hui, pour moi, avec Bokemolema, je n'ai pas de certitude. Voilà, je n'ai pas de certitude sur son niveau de performance, sur son niveau de fraîcheur, sur son état de forme aujourd'hui. Je suis très inquiet. Les résultats depuis le début de saison de Bokemolema ne sont pas bons. Donc c'est un petit peu décevant pour les coureurs néerlandais. On aimerait qu'il soit vraiment meilleur, quoi, parce que Bokemolema, c'est un très très bon coureur. Mais sur le Tour du Pays Basque, c'est vrai qu'il a fait le Tour du Pays Basque, je n'en avais pas parlé, il abandonne, mais il n'était pas dans le coup du tout. Alors il gagne le Trofeo Leguela, c'est vrai, j'avais oublié. Mais depuis le Trofeo Leguela, c'est vrai, il avait fait... j'ai l'impression que ça ne marche plus aussi bien. Bah, il a fait une grosse pause, parce que ça, je me disais, je ne l'avais pas vu à Paris-Nice. Notamment, c'est vrai qu'il a fait une grosse pause au mois de mars. Donc, est-ce que c'était un mauvais moment pour faire une pause? Peut-être, pas forcément l'idée la plus judicieuse qu'il ait eue. Mais sur l'Amstel, on attendait quand même un peu plus haut. Et j'ai l'impression que la reprise est un peu difficile. Sur le Grand Premio Miguel Indurain, il fait 7, mais on ne le voit pas énormément durant toute la course. Donc, c'est un peu inquiétant. C'est vrai qu'il s'est arrêté quasiment alors qu'il était très performant. Donc, il s'arrête au GP Industria et Artigianato en finissant deuxième. Est-ce que c'était l'idée du siècle de faire une pause au mois de mars? Pas sûr pour moi de reprendre 15 jours avant l'Amstel. Parce que quand t'es pas en forme, pour revenir, c'est difficile. Donc on le verra sur la Flèche Wallonne, sur Liège, mais je suis quand même un petit peu inquiet. En sachant que c'est avec Molema, il doit faire le Giro et le Tour de France à la suite. Le Giro en étant coéquipier de Nibali, mais peut-être leader parce que Nibali s'est fait opérer. Et il va revenir short avec le Giro. Mais bon, il va falloir être plus fort physiquement dans les semaines à venir. Et puis je termine avec UAE Team Emirates. Pourquoi UAE Team Emirates? Parce que certes, il place de nombreux coureurs dans les premières positions. Il y a Trentin et Marc Hirschi qui sont dans le premier peloton. Yann Polanc et Rui Costa qui ont été très remuants, qui sont dans le deuxième groupe. On les a énormément vus, UAE, Team Emirates, mais au final, le résultat est assez moyen. Il n'y a même pas coureur dans le top 10. Trentin, c'est encore un petit peu raté. Marc Hirschi me semble pas au top de sa forme, très clairement, j'ai vu. Il me semble un peu, je dirais pas en souffrance, mais pas au top, très clairement. Du côté de Marc Hirschi, certainement le fait d'avoir repris aussi tard sa saison était, je pense, une erreur. Même lui l'a dit en interview, il ne sait pas où il se situe. Je pense que moi, il manque de jours de course, tout simplement. Marc Hirschi. Et du côté de Trentin, il n'arrive pas à conclure. Donc c'est encore le cas sur ce week-end de course. Il n'a pas réussi à être là dans les moments qui comptent. Tout simplement, Trentin. Est-ce que c'est un problème mental ou autre? Je ne sais pas.
C'est une équipe qui, cette année, a la capacité de faire sur les Ardennaises un petit peu comme De Koninck sur les Flandriennes. C'est-à-dire ils peuvent jouer énormément le surnom parce que, bon là, il n'y avait pas McNulty, mais je crois il y aura peut-être McNulty. Enfin, McNulty est performant, et puis même Ricosta, Polanc, Hirschi, Trentin. Tu peux jouer plusieurs cartes. Et je trouve qu'ils n'ont pas joué cette stratégie-là en essayant de partir de loin. Et puis les quatre se sont fait avoir quand même au même moment, ce qui est un petit peu triste. Donc il faudra améliorer la stratégie d'équipe dans les semaines à venir du côté de l'Amstel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc du côté des Ardennaises, de ce triptyque des Ardennaises, même si bon, l'Amstel est dans le sud des Pays-Bas et pas forcément dans les Ardennaises, on va continuer avec la Flèche Wallonne mercredi. Deuxième temps fort de cette semaine. N'hésitez pas à réagir dans un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao ciao.